Sinon je vais continuer sur, le sommaire de notre webinaire. Heu, je crois que ça arrive. Ah voilà. Donc voilà, les intervenants, mais de toute façon, vous les verrez, tout à l'heure, par ordre d'apparition, donc Catherine, Clément et Cédric. Et donc aujourd'hui, nous commencerons par revenir sur quelques repères réglementaires afin de recontextualiser, le sujet du gaspillage alimentaire, et de la gestion des biodéchets. Ensuite, nous verrons comment lutter contre le gaspillage alimentaire en entreprise, puis nous nous pencherons sur le devenir des biodéchets résiduels. Un temps de questions est ensuite prévu. N'hésitez pas à les poser dans la zone, prévue à cet effet sur votre écran. Vous avez un encart pour pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc je veux bien la slide suivante. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler, pour commencer, d'alimentation durable et de gaspillage alimentaire. Donc voici une définition de l'alimentation durable proposée par l'ADEME. Donc c'est l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne. Donc là, on retrouve bien les piliers du développement durable, hein, le pilier écologique, économique et social. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de lutte contre le gaspillage alimentaire? Bah, parce que ça s'inscrit dans une démarche de développement durable plus vaste que le seul gaspillage. En effet, ce qu'on va gaspiller, ça a un impact sur toute la chaîne de distribution et de consommation. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on gaspille par exemple du blé, de l'eau, mais en fait, on gaspille également du transport, on gaspille le travail de l'agriculteur, et cetera. Et malheureusement, ces gaspillages, ils ont un impact sur l'environnement, sur la santé, sur le climat, ils ont un impact social également. Et ce, tout au long de la chaîne, de la production à la consommation, ou la non-consommation en l'occurrence. Il est donc important de ne pas seulement s'intéresser au consommateur, qui est au bout de la chaîne, mais également à tout ce qui se passe avant, afin d'économiser nos ressources précieuses et limitées. Donc je veux bien qu'on passe à la slide. Donc on va s'intéresser rapidement à l'empreinte carbone de l'alimentation. Elle représente un quart des émissions de gaz à effet de serre, dans le monde. Heu et au total, les émissions, de gaz à effet de serre issues de l'alimentation des ménages en France, c'est 163 millions de tonnes de CO2 équivalent. Donc ça vous parle peut-être pas trop. Hem, en résumé, c'est un quart de l'empreinte carbone des ménages en France, c'est lié, à leur alimentation. Donc c'est représenté sur le graphe sur la droite, de l'écran. On voit que la phase de production agricole, elle compte pour 2 tiers de l'impact carbone de l'alimentation, suivi ensuite du transport, des marchandises à hauteur de 19. Donc ça, c'est lié au trajet, longue distance, notamment lié, à l'import. C'est également lié, au transport, fait, en métropole et aux déplacements qui sont faits par les ménages pour aller chercher leur alimentation. Hem, ensuite, mince, pardon, oui, non, c'est sur cette slide, pardon. Dans une moindre mesure, on va retrouver ensuite les phases de transformation, de distribution et la consommation. De son côté, l'agriculture, elle compte pour, 19 des émissions de gaz à effet de serre de la France. On voit qu'elles sont réparties entre, l'élevage et les cultures et dans une moindre mesure, les, consommations des engins agricoles. Et la spécificité de l'agriculture, c'est que ce sont majoritairement des processus biologiques qui émettent, ces gaz à effet de serre. Et donc qui dit émission de d'autres gaz à effet de serre que pardon, qui dit processus biologique, donc dit émission d'autres gaz à effet de serre que le CO2. On va retrouver très majoritairement le méthane pour la partie élevage et du protoxyde d'azote pour la partie culture. Ce sont des gaz qui ont des potentiels de réchauffement plus importants que le CO2 pour une même quantité émise. Ça, c'est Cédric qui reviendra, tout à l'heure. Il est donc important de consacrer nos efforts sur l'ensemble de la chaîne de production et de transformation, car comme on vient de le voir, tous les maillons peuvent être améliorés en termes de consommation de ressources et d'énergie pour limiter leur impact sur l'environnement d'une manière globale. Voilà pour cette rapide, introduction et je vais maintenant laisser la parole, à Catherine. Bonjour à tous, on va faire un point sur la réglementation. Donc, vous pouvez avancer de 2 slides. Un point rapide hein, sur la réglementation pour contextualiser un peu le sujet. Donc, tout a commencé il y a environ une dizaine d'années. Et les premières démarches ont été initiées avec la loi sur les biodéchets,
qui a obligé les gros producteurs de façon progressive à trier leurs biodéchets dès 2012. Et je dis de façon progressive parce qu'on est parti des plus gros producteurs pour aller jusqu'aux producteurs les moins importants. Et puis, la réglementation sur le gaspillage alimentaire a connu une sorte d'essor. Vous voyez, dès 2013, il y a eu le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a fixé des objectifs en matière d'anti-gaspillage. Après, on a eu la LTECV, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui pose le sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis, la loi Garot. Alors, la loi Garot, en 2016, elle axe surtout l'action sur la distribution alimentaire, avec notamment quelque chose dont on a pas mal entendu parler, qui était l'interdiction de rendre impropres à la consommation des aliments, enfin des invendus alimentaires qui étaient encore consommables. On avait pas mal parlé à l'époque, et puis il y a eu aussi quelque chose qui avait fait pas mal de bruit aussi, l'obligation de signer des conventions de dons. Et on reviendra sur le don tout à l'heure. Côté restauration collective, c'est surtout la loi Egalim en 2018 qui a changé la donne, dans la continuité d'ailleurs de la loi Garot, avec des obligations de lutte contre le gaspillage alimentaire, de diagnostic du gaspillage alimentaire, de dons aussi bien sûr, et de non-destruction des invendus, donc comme précédemment, comme pour les distributeurs. Et enfin, on a la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui renforce encore ces dispositions et notamment met en œuvre l'obligation de trier à la source des biodéchets pour tous les producteurs à partir de 2024. Pour ce qui est des collectivités, c'est l'obligation de mise à disposition de dispositifs de collecte pour les séparer pour les biodéchets. Donc, slide suivant, on va vous montrer quelques chiffres du gaspillage alimentaire en restauration collective d'entreprise. Nous avons sur le territoire de Paris La Défense, donc le slide suivant s'il vous plaît, une association qui s'appelle La Défense des Aliments. Encore le slide suivant, pardon. Comme ça, on va voir les chiffres. La Défense des Aliments, c'est une association qui a été créée par plusieurs acteurs du territoire de Paris La Défense et MRS ainsi que Suez en sont membres, évidemment. Donc, pour lutter collectivement contre le gaspillage alimentaire en restauration collective d'entreprises sur le territoire de Paris La Défense. Donc, on est vraiment quelque chose de bien spécifique, sur un sujet bien spécifique. Aujourd'hui, on a 22 membres. Et depuis 2018, nous réalisons des mesures du gaspillage alimentaire, ce qui nous permet de vous présenter ces chiffres aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Donc, en 2023, dans les restaurants d'entreprise, donc qui représentent, vous voyez en bas à droite, quasiment 45 000 repas qui ont été servis en 3 jours. D'ailleurs, cette méthodologie est toujours la même depuis qu'on fait des pesées. C'est important de le préciser puisqu'on part sur les mêmes méthodes et donc sur la même objectivité des données. Aujourd'hui, on a 11% de la nourriture qui est gaspillée donc en restauration d'entreprise. Ça représente 60 grammes d'aliments par convive et par repas. Et quand même, en 3 jours, sur nos restaurants, ça a représenté 2,5 tonnes de gaspillage sur l'ensemble des restaurants. Donc, c'est quand même beaucoup. 2,6 tonnes en 3 jours, on peut se dire c'est pas mal. Alors que, c'est pas mal, c'est beaucoup. Que c'est 60 grammes par repas, on ne se rend peut-être pas compte que ça fait quand même un chiffre important. La bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que ces 60 grammes en 2023 représentent la moitié de ce qu'était le gaspillage alimentaire en 2018 quand on a fait les premières mesures du gaspillage. Donc, en 5 ans, on a réussi à diviser par 2 le gaspillage alimentaire dans les restaurants d'entreprise de l'association à la défense des aliments. Donc ça, c'est quand même un point très positif, c'est quand on agit, ça marche. Le graphique en bas à gauche vous montre quoi? Que le gaspillage alimentaire, c'est la moitié dans l'assiette et la moitié dans la salle, c'est-à-dire au service. Ça veut dire quoi? La moitié dans l'assiette, c'est facile à comprendre, ce sont les convives qui ne finissent pas leur repas et qui font des restes. Ça, on pèse les entrées, les féculents et légumes, la viande, le poisson, etc., les desserts et le pain. On a 5 composantes des menus. Donc, il y a la moitié du gaspillage qui est faite dans les assiettes. Une observation qui n'est pas scientifique et juste une observation visuelle des plateaux, ça on ne l'a pas mesuré précisément, c'est que ce gaspillage dans les assiettes, il se concentre quand même sur un petit nombre d'assiettes. Il y a beaucoup de gens qui finalement
terminent quasi complètement leur repas. Mais quand même, on a aussi l'autre moitié qui se trouve au service. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le savoir parce qu'on ne sait pas forcément. Ce qui est présenté dans les vitrines des restaurants, ce qui est présenté au service des plats chauds, ne peut pas être réutilisé, ne peut pas être donné. Il y a une obligation réglementaire de jeter toute cette partie-là. Et nous allons évidemment en parler tout de suite après pour montrer que justement, il y a des actions qui permettent d'agir pour réduire ce gaspillage. Clément va vous dire ça. Le slide suivant, on nous apprend que ce sont les légumes, donc la composante légumes féculents, qui est la plus gaspillée. Souvent, c'est en libre-service. Souvent, on se fait servir un petit peu plus peut-être que l'appétit qu'on a. Enfin, quoi qu'il en soit. Et puis, c'est lourd en poids. Donc, c'est l'aliment qui est le plus gaspillé. Et ça, c'est stable. C'est comme la répartition 50-50 service-assiette. C'est stable depuis qu'on fait des pesées, donc depuis 2018. Même si l'ensemble diminue, la répartition, elle reste très stable. Donc, ce sont en poids les légumes et les féculents qui sont le plus gaspillés. Et le graphique de droite nous montre que c'est le pain qui, proportionnellement, est le plus gaspillé, c'est-à-dire qu'il est le plus gaspillé par rapport à ce qui a été produit. Et comme le pain, c'est des petits morceaux, ça ne pèse pas très lourd, au bout du compte, ce n'est pas la composante qui pèse le plus dans le gaspillage alimentaire en général. Et ce chiffre reste relativement stable. Alors, il y a compétition en quelque sorte entre ceux qui sont plus ou moins gaspillés. Mais vous voyez qu'un des gros sujets, c'est les légumes et les féculents, sachant qu'on a quand même déjà pas mal travaillé sur le pain. Pour revenir sur le pain, on a fait un test l'année dernière, enfin, on a pesé tout le gaspillage du pain sur une semaine sur les 2 restaurants de la tour CB21 où nous sommes installés avec MRS. Et ça représente quand même entre 600 et 700 kilos par an quand on extrapole cette pesée sur une semaine. Donc voilà, je vous ai dit les grandes lignes. Si vous avez des questions à la fin, on peut revenir dessus, bien entendu. Et donc, je vais passer la main à Clément qui va nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est quand même le sujet, maintenant qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on en fait? Merci Catherine. Alors, bonjour à tous. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la première des actions pour agir contre le gaspillage, c'est bien évidemment de trier et mesurer afin d'évaluer la situation actuelle et l'impact des actions que vous allez pouvoir déployer. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour cela, il existe 2 méthodes. La première, celle dont vous a parlé Catherine, consiste à peser vos déchets sur la base du protocole défini par la Défense des aliments. Et cette méthode permet de distinguer le gaspillage par composante avec précision et de cibler par conséquent vos actions anti-gaspillage. La deuxième méthode que nous avons testée est une méthode qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et qui scanne vos plateaux et vous permet de déployer un outil de mesure sur une longue période pour justement évaluer l'évolution du gaspillage sur toute cette période. Voilà. Donc maintenant que vous avez une vision à date de la situation sur votre restaurant, vous allez pouvoir mettre en place des actions pour limiter ces pertes. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour agir contre le gaspillage, nous nous appuyons chez MRS sur quelques principes simples et accessibles à tous qui font aujourd'hui partie intégrante de notre ADN. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment celui de faire plaisir. Donc, d'abord avec le visuel, le choix des couleurs, car on sait, on mange d'abord avec les yeux. Ensuite, le choix des produits, bien sûr, avec le respect des saisons et l'utilisation de produits frais qui vont vous apporter du goût. Évidemment, le travail sur le visuel, c'est aussi celui de la vaisselle qui permettra de mettre en valeur les plats de vos chefs et mettre à l'honneur les femmes et les hommes qui s'activent chaque jour en cuisine pour faire de ces pauses déjeuner des moments de plaisir et convivialité. Enfin, faire plaisir, c'est aussi accueillir nos convives dans un espace chaleureux et proposer régulièrement de nouvelles expériences, des moments de découverte autour, par exemple, d'animations culinaires. Slide suivante, s'il vous plaît. Un autre point fondamental dans la lutte contre le gaspillage, c'est évidemment le dialogue. D'abord parce qu'il est indispensable pour s'assurer de la juste quantité servie en fonction de l'appétit de chacun. Donc,
ni trop peu. Et puis, il nous permet aussi de recueillir auprès de nos convives ce qui a plu ou ce qui a moins plu. Dans cette démarche d'amélioration continue, nous encourageons la proximité de nos chefs lors du service et le retour d'expérience de nos convives. Il existe quelques outils pour cela qui sont assez simples à mettre en place, comme les bornes de satisfaction, les enquêtes clients ou encore tout simplement le traditionnel cahier de suggestions. Alors, le dialogue, oui, mais aussi la communication qui est essentielle. Communiquer sur le gaspillage, sensibiliser régulièrement nos convives sur l'impact du gaspillage et la nécessité de tous se mobiliser sur le sujet. Cela peut se faire au travers de campagnes de pesée, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais aussi d'outils comme le gâchimètre, donc qui permet de mesurer le pain perdu et d'en avoir un visuel. C'est un outil qui était très déployé en milieu scolaire, qu'aujourd'hui on apporte en entreprise parce qu'on a un visuel immédiat sur les pertes en pain qu'on a pu avoir sur une journée, 2 journées, la semaine. Voilà. Ou encore des campagnes de sensibilisation par affichage auprès de nos convives. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour aller plus loin dans la lutte contre le gaspillage, il est essentiel de pouvoir anticiper la fréquentation afin de limiter les invendus. On en parlait tout à l'heure, c'est 50% les invendus du gaspillage alimentaire. Cela peut se faire en lien avec les services généraux, la DSI ou les RH. Toujours dans cet objectif de réduction des invendus qui génère la moitié du gaspillage, il est important d'appliquer quelques règles de bon sens tout au long du service, en adaptant les contenants, en modérant le choix en fin de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 4 entrées, 3 plats, 4 desserts en début de service, il faut imaginer pouvoir se retrouver avec 2 ou 3 choix en fin de service. Une autre solution, c'est aussi de regrouper les produits dans une seule vitrine. Donc, de la même façon, si vous aviez 4, 5 vitrines en début de service pleines, l'idée, c'est qu'en fin de service, vous regroupez tous les produits dans une seule vitrine pour limiter derrière les pertes sur les invendus. Ces points incontournables liés au gaspillage alimentaire, donc qui visent à lutter contre le gaspillage, doivent s'anticiper et bien sûr être définis dans votre cahier des charges en amont avec votre prestataire de restauration. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, chez MRS, nous avons aussi déployé un concept qui s'appelle le Friday Lunch. Le Friday Lunch, c'est quoi? C'est établir un menu libre le vendredi qui permet à nos équipes d'utiliser les stocks résiduels de produits bruts de la semaine. Alors, plus simplement, c'est quoi? C'est ce que vous faites à la maison, vider le réfrigérateur le vendredi avant de le remplir. Et on s'assure de la rotation des stocks et l'utilisation de nos produits frais chaque semaine. Donc, c'est vraiment la gestion qu'on peut avoir à la maison qu'on applique en entreprise. Alors, il y a d'autres solutions. On a aussi mis en place un partenariat fort avec des entreprises comme Atypique ou Bisque qui vendent des produits déclassés. Déclassés, ça veut dire quoi? Hors calibre, donc trop grand, trop petit, tordu, abîmé, etc. Je vous rassure, une fois préparé par nos chefs, on ne voit absolument pas la différence. Néanmoins, cette solution reste assez limitée puisque vous imaginez bien que l'agriculteur ou l'arboriculteur fait de même dans son exploitation et que lui aussi lutte quotidiennement contre le gaspillage. Donc, généralement, s'il peut mettre en place une fabrication de jus sur ses produits déclassés, il le fera et il vendra plutôt ses produits comme des jus, pommes, poires, etc., plutôt que des produits déclassés. Donc, les stocks sont assez limités. On a d'autres solutions comme Phoenix. Alors là, Phoenix, c'est plutôt la gestion de l'invendu purement, c'est-à-dire que c'est la vente des surplus de production. On a, et d'autant plus depuis le Covid et le télétravail qui s'est généralisé, plus de difficultés à estimer les fréquentations. Donc cet outil, ce partenariat avec Phoenix nous permet de vendre les surplus de production aux collaborateurs en fin de service à un prix réduit. Alors, ceci dit, il y a des contraintes qu'il faut prendre en compte sur ce modèle, qui sont le conditionnement.
la vente, la conservation du plat, donc la vente, l'organisation logistique, comment on s'organise pour distribuer ces plats, à quel moment de la journée, et puis la conservation des plats l'après-midi dans les bureaux. On imagine bien que ce n'est pas toujours envisageable, facilement mis en place pour tout le monde. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Je ne pouvais pas vous parler de lutte contre le gaspillage alimentaire sans parler de dons, évidemment. Alors, le don, il faut savoir que là aussi, vous avez les mêmes contraintes que Phoenix, mais des contraintes également qui viennent se rajouter, à savoir que toutes les associations ne sont pas agréées pour recevoir du don alimentaire. Donc, il y a déjà un choix dans les associations à faire, qui vont pouvoir en profiter, en bénéficier. Et puis ensuite, en dehors des contraintes logistiques et traçabilité qu'on a pu voir, qui sont identiques à Phoenix, on a aussi le besoin des associations. Ils ont besoin de proximité. Ils ne vont pas faire la moitié de l'Île-de-France pour aller chercher quelques repas. Et puis, ils ont besoin surtout de régularité dans les volumes. Ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, dans la lutte dans le gaspillage, l'idée, ce n'est pas d'avoir un niveau constant des invendus, c'est de travailler vraiment à la source pour être au plus près de ce que nos convives vont consommer. Donc, voilà, les contraintes, c'est quelque chose qu'on déploie, mais il faut le savoir, il faut l'avoir en tête, et ça peut présenter quelques difficultés. Voilà. Pour finir, j'aimerais vraiment insister sur le fait que c'est toutes ces petites actions au quotidien qui permettent de réduire très significativement le gaspillage sur vos établissements. Et j'aimerais rappeler que ce gaspillage, en dehors du coût environnemental et énergétique qu'il représente, c'est aussi le travail de nos cuisiniers pour qui, chaque jour, c'est un crève-cœur de voir le fruit de leur travail finir dans la poubelle. Voilà. Je vous remercie et je rends la main à Catherine. Alors, nous allons passer au cas où il n'y a pas de restaurant d'entreprise. Donc, on peut sauter 2 slides, s'il vous plaît. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas de restaurant d'entreprise, on peut quand même gérer le gaspillage alimentaire. Alors, j'ai vu des questions dans le chat. Oui, le webinaire est consacré au gaspillage alimentaire en entreprise, donc par rapport à l'alimentation dans l'entreprise. On n'est pas sur la distribution de produits alimentaires ou ce genre de choses. Sur la gestion des biodéchets, on va parler de l'intégralité du sujet biodéchets et la façon dont ils sont traités. C'est vrai que c'est un focus plutôt déchets alimentaires, mais Cédric pourra revenir sur l'intégralité de la chaîne biodéchets et vous présenter les différents modes de traitement. Donc, en fait, on peut bien sûr, excusez-moi, je me reconcentre, on peut bien sûr lutter contre le gaspillage alimentaire, même quand il n'y a pas de restaurant d'entreprise, puisque c'est la plupart des cas d'ailleurs, hein, on est sur son lieu de travail et il n'y a pas de cantine. Donc, en général, il y a un espace de convivialité où on peut soit apporter sa nourriture qu'on a préparée à la maison, soit se faire livrer, soit aller acheter à côté. En général, c'est un peu comme ça que ça se marche. Sauf sur un restaurant, mais là, ce n'est pas notre sujet. Donc, encore une fois, on peut lutter contre le gaspillage alimentaire et comme les recettes produisent les mêmes effets, on va retrouver un peu les mêmes thématiques que ce qu'on vient d'évoquer. Donc, on peut commencer par essayer de comprendre, d'observer le gaspillage alimentaire pour pouvoir mieux agir. Pour ça, évidemment, il faut être un peu investi de la mission. Je ne vous dis pas de faire des poubelles, évidemment, et on va pouvoir peser non plus ce qui est gaspillé, mais on peut quand même observer, notamment quand il y a des événements dans les bureaux, des plateaux repas, souvent il y a des pots de départ, des pots de Noël, des galettes des rois, ce genre de choses. Il y a régulièrement des occasions festives dans les entreprises. Donc là, c'est intéressant, c'est de voir un peu ce qui reste pour pouvoir à la fois juger de la qualité et de la quantité de ce qu'on a commandé. Donc, c'est un bon point de départ pour cela. Ensuite, il y a des volumes vraiment assez peu importants. Il faut
l'observation peut-être va se limiter à ça, et puis après on va rentrer dans l'action. L'action, c'est de parler avec ses collègues, d'organiser des campagnes de communication. Il peut y avoir des campagnes de communication sur un tas de thèmes liés au gaspillage alimentaire, liés aussi peut-être plus largement à l'alimentation durable. Par exemple, quel est l'impact carbone de l'alimentation? Vous avez eu un aperçu au début avec Romain. Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire? Comment on peut le comprendre? Comment on peut agir? Donc, on peut rentrer un peu dans le détail aussi, mais ça peut être aussi comment on peut agir à la maison. Il y a plein de campagnes qui préexistent d'ailleurs, hein, notamment à l'ADEME, enfin, qui sont diffusées par l'ADEME et qui peuvent être prises en l'état. C'est assez pratique. Vous pouvez faire aussi des ateliers anti-gaspillage. Là, souvent, ce sont des entreprises de l'extérieur qui viennent vous parler de gaspillage, vous donner des recettes, à la fois des recettes culinaires et puis des trucs et astuces pour limiter le gaspillage. Ces ateliers peuvent se faire évidemment à l'heure du déjeuner. C'est plutôt sympa et ça permet de bien sensibiliser au sujet. Après, ce qu'on propose aussi, enfin, ce qu'on suggère, c'est le pique-nique anti-gaspi. C'est-à-dire que chacun va venir avec son repas et c'est un événement collectif. Pas chacun vient à l'heure qu'il veut déjeuner à la cafette. C'est un événement collectif où on va un peu se challenger sur la recette qu'on a utilisée. Donc, la recette anti-gaspi, c'est celle qui va générer le moins de déchets au moment de la préparation. Celle qui va pouvoir se manger aussi le lendemain s'il y a des restes, en se faisant réchauffer ou pas d'ailleurs. On peut aussi étendre la lutte contre le gaspillage alimentaire dans ces contextes-là à la lutte contre l'anti-gaspillage tout court. Ça fait partie de l'alimentation durable. Et donc aussi échanger des recettes sur celles qui a nécessité, par exemple, le moins d'emballage pour pouvoir la créer dans les achats qu'on a faits. Il y a pas mal de sujets qui peuvent être abordés. On va pas faire le tour, mais ayons en tête que la convivialité, les moments de convivialité, les moments aussi en quelque sorte d'intelligence collective permettent d'avancer sur ces sujets-là. Et puis chacun peut venir aussi avec sa bonne idée. On a la recette veggie aussi. Alors évidemment, les recettes végétariennes n'ont pas un lien direct avec l'anti-gaspillage alimentaire, mais plutôt avec l'alimentation durable. On l'a vu un tout petit peu au démarrage de la présentation avec ce que vous a expliqué Romain, mais ça peut être aussi une occasion de parler d'alimentation durable parce que les sujets sont évidemment très proches et très liés. Tout à l'heure, on a parlé du Friday Lunch. Le Friday Lunch qui effectivement peut être ce qui était à la maison, ce qu'on peut éventuellement pratiquer à la maison quand on cuisine avant le week-end, avant de refaire ses courses, les restes de la semaine, plutôt que de les jeter, parce que c'est ça aussi l'intérêt du sujet, c'est de faire la promotion, arrêtez de jeter, cuisinez vos restes, faites-vous des mini sandwichs ou ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait être promu en entreprise. Même avec les sujets de télétravail, c'est pas un problème, parce que même si le vendredi, on est à la maison plus qu'au bureau, ça dépend des organisations, évidemment, et c'est pas toujours le cas, on peut faire la promotion du Friday Lunch pendant la semaine ou sur une campagne, au cours d'une campagne et suggérer donc de cuisiner les restes de la semaine pour le vendredi. Ça peut être un challenge aussi, ça peut être qui a fait son plus beau Friday Lunch, son plus beau repas ou son meilleur repas avec les restes de la semaine. Vous voyez, il y a pas mal de possibilités au niveau de la consommation donc des collaborateurs qui déjeunent sur place. Et donc, je vous disais tout à l'heure, il y a aussi le sujet de l'événementiel. C'est quand même important dans une entreprise. Alors, il n'y a pas des événements non plus toute l'année. Il y a les pots, etc. Ça, on en a parlé. Mais il y a le sujet quand même des plateaux repas qui est assez régulier et récurrent. Alors, je sais bien que ce n'est pas toujours facile de bien dimensionner le nombre de plateaux repas parce qu'il y a régulièrement, voire souvent, des désistements de dernière minute. Pour autant, parfois, on est prévenu à l'avance, donc cela peut être intéressant de quand même prévenir le fournisseur de plateau repas que le lendemain, finalement, on en a un moins, même si facture, limite, vaut mieux éviter le gaspillage alimentaire que d'avoir un plateau qui ne sert à rien. Et l'autre sujet, évidemment, et je sais que beaucoup de gens pratiquent déjà ça, c'est s'il y a des plateaux repas, libres, parce que les gens ne sont pas venus,
ou partent plus tôt, ou que sais-je, donner ces plateaux à des gens qui travaillent sur le site. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, on n'a pas toujours le courage de le faire, mais ça vaut quand même le coup parce que ça représente beaucoup d'aliments, c'est un repas complet. Quand vous voyez que quand on mange à la cantine, en moyenne, ce qu'on gaspille, c'est 60 grammes, un repas entier, je ne sais pas combien ça fait de grammes, mais je pense que ça fait beaucoup. Et tout cumulé, parce que c'est ça qui compte, hein, c'est pas sur une fois dans un site, évidemment, mais quand on cumule tout à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'une région, d'un pays, le gaspillage alimentaire, au bout du compte, ça représente beaucoup. Donc, je ne peux que vous inciter à être vigilant à tous ces sujets, à tous ces moments où on peut en fait facilement éviter le gaspillage. C'est peut-être un petit effort en plus, mais assez rapidement, on se rend compte que les petits efforts qu'on fait en plus, finalement, il devient assez rapidement une habitude. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces sujets. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions ou à partager vos expériences. Et puis, on va passer à la suite, qui est la gestion des biodéchets. Merci Catherine. C'est possible de passer à la slide suivante. Donc on a vu comment il était possible de prévenir, d'éviter et de réduire le gaspillage alimentaire. En complément de ces actions, il est nécessaire de prendre en charge la fraction résiduelle, de la collecter, de la traiter en respectant la réglementation. Donc cette fraction résiduelle prend le statut de déchet, qu'on appelle biodéchet, et nous allons voir qu'il est possible de faire encore de la valorisation de manière vertueuse avec cette fraction. Alors un point réglementaire important, le Code de l'environnement définit le biodéchet comme tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine, issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs, des magasins de vente au détail, ou tout déchet comparable provenant des établissements de production et de transformation de denrées alimentaires. Le Code de l'environnement précise aussi que les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un trait à la source de ces biodéchets. Donc soit une valorisation sur place, soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation, et notamment en favorisant un usage au sol. Donc à partir du 31 décembre 2023, donc cette fin d'année, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris les collectivités territoriales, mais aussi les établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. Donc on est tous concernés. Alors, sur cette slide, on voit qu'il existe plusieurs catégories de biodéchets. Alors tout d'abord, les huiles alimentaires usagées, qui, elles, peuvent être collectées à part et recyclées en biocarburant après pré-traitement. Il y a également les déchets verts et les déchets végétaux, déchets d'espaces verts. On trouve ensuite les rebuts de supermarché, de rayons fruits et légumes, les rebuts de boulangerie. Il y a également dans la définition des biodéchets les mouchoirs, essuie-tout, assiettes en carton qui sont composés exclusivement de matière organique. Ceux qui sont composés d'une fraction plastique ne rentrent pas dans cette catégorie. Et puis il y a les déchets organiques crus et cuits des industries agroalimentaires. Enfin, il y a aussi les déchets de restauration, les déchets de préparation de cuisine et les restes d'assiettes. Alors, ces deux dernières catégories peuvent contenir des matières appelées sous-produits animaux. Donc, c'est une matière d'origine animale au sens large, hein, viande, poisson, œufs, lait. Ces biodéchets doivent répondre aux exigences d'un règlement européen qui date de 2009 sur les sous-produits animaux. Donc, ils doivent être collectés et traités dans des filières disposant d'un agrément sanitaire et répondre à des critères d'hygiène et de traçabilité bien précis. Slide suivante. Donc, il existe plusieurs modes de traitement pour les biodéchets. Donc, comme on l'a dit, pour les huiles usagées, la filière biocarburant est une solution. On peut fabriquer des huiles purifiées, donc des carburants de seconde génération, qu'on appelle biocarburants. Il existe aussi des filières alternatives, comme le recyclage en alimentation animale. Alors, cette filière, elle est uniquement réservée aux déchets organiques d'origine naturelle, végétale ou animale. Donc, ils peuvent provenir de différentes origines, hein, exploitation agricole, industrie agroalimentaire, on pense aux mares, aux pulpes, aux drèches de brasserie. Ça peut être aussi des rebuts ou des invendus. Tous les déchets organiques visant à la valorisation en alimentation animale doivent répondre à des critères de qualité et d'hygiène stricts.
Il faut savoir que l'utilisation des déchets de cuisine et de restauration pour l'alimentation des animaux d'élevage est interdite par l'Union européenne depuis 2002. Par contre, pour ces déchets issus de la restauration, il existe des solutions vertueuses pour les traiter que sont le compostage et la méthanisation. Soit in situ, si on a la possibilité de le faire et qu'on a la place de mettre en place des composteurs, soit sur des sites industriels agréés qui sont souvent à proximité. Le flux doit toujours être le plus propre possible. Donc pas de plastique, pas de verre, pas de métal, car le produit derrière, in fine, retourne au sol pour fertiliser les parcelles. En cas de compost in situ, donc c'est un peu comme le composteur en bout de jardin, cette solution est valable uniquement pour les déchets végétaux, les fruits, les légumes, et il faut aussi un exutoire pour le compost. Donc, je ne sais pas, un jardin partagé par exemple, ou des espaces verts autour de l'entreprise. À chaque situation, il est possible d'adapter un moyen de collecte des biodéchets adapté à la configuration du site, des cuisines ou des lieux de restauration. Il est possible de collecter les biodéchets en bac roulant ou bien en caisse palette. Les collectes doivent être très régulières, de 1 à plusieurs fois par semaine, pour éviter les nuisances, notamment olfactives, et tout risque sanitaire. De plus, les contenants pour les biodéchets doivent être lavés et désinfectés à chaque utilisation. C'est le règlement européen sur les sous-produits animaux qui l'impose. Slide suivante. Alors, premier process de choix pour les biodéchets, c'est un procédé biologique qu'on appelle la méthanisation. C'est un procédé 100% naturel qui produit de l'énergie sous forme de biogaz à partir de matières organiques dégradées sous l'action des bactéries, en conditions de fermentation anaérobie contrôlée, c'est-à-dire sans oxygène. Le résidu obtenu est un amendement qu'on appelle le digestat. Donc pour simplifier, c'est comme un estomac de vache, ça ressemble beaucoup à la digestion des aliments. Qu'on nourrit et avec une ration bien précise et équilibrée. Donc sur le schéma, nous voyons que les biodéchets passent par une étape d'hygiénisation. Donc c'est une garantie d'absence d'organismes pathogènes dans le digestat. On fait en effet monter le biodéchet à 70 degrés pendant 1 heure pour abattre tous les germes qui pourraient exister. Puis on fait une recette de mélange avec plusieurs déchets et on incorpore ce mélange dans une cuve hermétique qui est chauffée et brassée à 38 degrés, qu'on appelle le digesteur. Cette cuve et la dégradation de la matière organique permet, sous l'action des bactéries, de produire du biogaz, qui est constitué en grande partie de méthane, plus de 55%. Et ce biogaz peut être valorisé de plusieurs façons, soit dans un moteur de cogénération, où il produira de l'électricité qui sera injectée sur le réseau, et de la chaleur, qui sera valorisée sur le site, par exemple. Le biogaz peut être aussi purifié. Donc, c'est une phase où on extrait le CO2 et les autres gaz indésirables. On concentre le biométhane. Et donc, ce biométhane peut être ensuite injecté dans le réseau de gaz naturel. Il peut être aussi utilisé sous la forme d'un carburant qu'on appelle le bio-GNV. Alors, par exemple, quelques ordres de grandeur, 10 000 tonnes de biodéchets dans un digesteur, c'est environ 1500 habitants qui se chauffent avec le biométhane qui est produit, ou 4000 habitants qui utilisent, qui utiliseraient la production électrique du digesteur sur une année. Donc voilà, c'est des ratios annuels. L'utilisation de la consommation électrique de 4000 habitants à l'année. Ces 10 000 tonnes de biodéchets produiront aussi environ 8 000 tonnes de digestat qui retourneront au sol. Slide suivante. Alors, le résidu, donc on en a parlé, le résidu qui reste dans le digesteur s'appelle le digestat, et donc il est très intéressant agronomiquement et sera recyclé en agriculture. Donc c'est une filière très encadrée, le digestat doit répondre à des exigences de qualité agronomique et sanitaire pour retourner au sol. Donc comme on l'a vu, la méthanisation permet une valorisation énergétique et une valorisation agronomique avec le retour au sol. On peut passer à la slide suivante. Deuxième solution, c'est la valorisation agronomique par compostage. Donc le compostage, c'est un procédé biologique 100% naturel, là aussi, qui consiste à dégrader les déchets organiques dans un milieu oxygéné par des bactéries, par des levures ou des petits animaux.
et dans des conditions de fermentation aérobie contrôlées. Le résultat est un amendement organique qu'on appelle le compost. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, les biodéchets sont mélangés à un structurant, donc c'est souvent du déchet vert. C'est important pour permettre une bonne aération et le départ de la fermentation. La montée en température va permettre une hygiénisation du compost et sa transformation en humus stable. Après la fermentation, qui dure environ 3-4 semaines, le compost peut être criblé. La fraction fine suivra une étape de maturation qui, ensuite, si les analyses sont bonnes, sera mise sur le marché et utilisée notamment par les exploitations agricoles. Donc 10 kg de biodéchets qui rentrent sur un site de compostage, c'est environ 4,5 kg de compost. On peut passer à la slide suivante. Donc sur cette slide, nous illustrons les étapes du compostage par quelques photos d'une usine de compostage Suez à côté de Roanne. Les biodéchets sont traités dans des casiers dédiés en ventilation forcée, puis stockés sur une aire de maturation, lot par lot, dans l'attente des retours d'analyse. La traçabilité est totale, depuis le restaurant jusqu'au retour au champ. Seuls les composts qui répondent à toutes les exigences imposées par les normes de commercialisation seront mis sur le marché. Slide suivante. Donc, comme nous avons pu le voir, les solutions de recyclage des biodéchets par compostage et par méthanisation sont adaptées et sûres, elles sont vertueuses, présentent de nombreux avantages. Elles répondent aussi à des enjeux d'actualité. Tout d'abord, elles respectent la réglementation qui place en haut de la hiérarchie de traitement le recyclage agricole des déchets organiques. Ces solutions sont encouragées aussi par l'Union européenne et par le programme de planification écologique français. La stratégie nationale bas carbone soutient aussi le retour au sol de la matière organique. Ensuite, ces solutions sont une réponse à la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, la valorisation des déchets organiques est très pertinente car les déchets organiques contiennent de l'azote, du phosphore, du potassium, des oligoéléments et donc de la matière organique que le compostage et la méthanisation concentrent. Ils sont donc une alternative sûre à l'utilisation d'engrais chimiques ou fossiles. Ces engrais chimiques, comme vous le savez, génèrent beaucoup de gaz à effet de serre par leur extraction, leur transport, car ils proviennent souvent de Russie ou d'Afrique du Nord. Ensuite, donc ces matières fertilisantes sont produites localement et permettent d'éviter de nombreuses émissions. Les digestats et les composts contiennent une fraction importante de carbone stable et ont en effet puits de carbone, comme les forêts ou les océans. En recyclant en agriculture les digestats et les composts, on séquestre du carbone stable dans le sol. De même, la production de biométhane par la digestion des biodéchets permet de remplacer le gaz naturel qui vient principalement de Russie et génère aussi beaucoup de pollution. Donc, ces solutions sont des leviers pour atteindre les objectifs de neutralité carbone fixés par l'Europe pour 2050. Ensuite, les digestats et les composts rendent aussi des services écosystémiques. Par l'apport de matière organique, ils reconstituent les stocks de carbone des sols. Donc, ces stocks ont été réduits de moitié depuis 1950 à cause de l'agriculture intensive. Donc, c'est donc une réponse à l'appauvrissement général des sols et à leur perte de capacité à produire de la nourriture. En aérant les sols, le compost permet aussi de lutter contre la sécheresse en améliorant la capacité des sols à retenir l'eau. La structure du sol est améliorée et cela permet aussi de diminuer l'érosion. En reconstituant la couche superficielle des sols, les composts et les digestats favorisent aussi la biodiversité. Donc ce sont des solutions souples qui s'adaptent à des fluctuations de quantité, à de la saisonnalité, à des qualités de biodéchets différentes. Et il existe un maillage de solutions sur le territoire français qui permet de garantir des capacités de traitement. Comme on l'a vu aussi, l'hygiénisation est garantie par les deux procédés, ce qui élimine tout risque sanitaire. Enfin, la valorisation agronomique de ce support de culture, issu des biodéchets, permet d'apporter aux agriculteurs du territoire, donc le territoire où on produit le biodéchet, un fertilisant gratuit ou peu cher. Il fera l'économie d'une partie des engrais chimiques et réduira ses charges de fertilisation. Le déchet devient donc une richesse pour le territoire, dans une boucle d'économie circulaire. Le territoire où est produit le déchet devient plus autonome en matière fertilisante et plus autonome en production alimentaire. Donc les avantages de ces filières sont sûrs et très nombreux. Romain, je te redonne la parole pour la conclusion. Merci Cédric et merci Catherine et Clément. Donc pour conclure, avant que nous répondions à vos questions, voici un très court résumé. Je veux bien qu'on passe la slide de conclusion, s'il vous plaît. Parfait. Des très courts résumés, ce que vous pouvez retenir de cette présentation.
Donc autour du gaspillage alimentaire et de la gestion des biodéchets, il y a des enjeux réglementaires. Donc on a vu une évolution des lois vers plus de circularité des ressources et moins de gaspillage. Il y a des enjeux environnementaux. En améliorant sa gestion des biodéchets, on limite son impact environnemental et en réduisant le gaspillage alimentaire, on diminue la pression sur les écosystèmes liés notamment, à l'agriculture. Il y a également des enjeux techniques et sanitaires, que ce soit dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ou la gestion des biodéchets. Les enjeux techniques sont évidemment très différents, mais bel et bien présents. Donc, nous, en tant qu'entreprise présente sur la chaîne de valeur de l'alimentation, que ce soit MRS Group, ou Suez, nous travaillons à résoudre les problèmes techniques que nous rencontrons dans nos métiers. Et une des clés, c'est bien sûr de travailler en coopération entre acteurs sur l'ensemble de la chaîne. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés et nous allons maintenant passer à la phase de questions-réponses. Première question. Nous possédons un restaurant d'entreprise et nous sous-traitons nos locaux à une entreprise extérieure. Nous souhaiterions savoir qui doit gérer la gestion des déchets, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise extérieure. Alors, je dirais que c'est normalement le producteur de déchets qui gère ses déchets. Moi, on n'est pas, comment dire, dans la logistique des immeubles autour de cette table. Je peux vous donner l'exemple de notre tour, de la tour où on est à la Défense. Il y a le propriétaire de l'immeuble qui mandate un gestionnaire pour coordonner la gestion des déchets, mais chaque occupant de l'immeuble gère ses déchets, gère ses propres déchets qui sont groupés dans un local qui est justement organisé par le propriétaire. Et donc, Suez gère ses déchets. Les autres locataires gèrent leurs déchets. MRS, qui est donc présent sur le site, gère aussi sa partie biodéchets, séparément. Donc, c'est le producteur qui, normalement, doit gérer. Merci Catherine. Mais ça se fait en coordination quand même. Il faut qu'il y ait une coordination pour faciliter la gestion de l'ensemble. Ok, merci Catherine. Deuxième question, l'offre anti-gaspi MRS est-elle déjà en place sur les restaurants d'entreprise où MRS opère? Clément? Alors oui, alors on en a parlé tout à l'heure, toutes ces actions, c'est un partenariat entre nos clients et le prestataire de restauration. Donc, tout n'est pas déployé partout. Pourquoi? Parce que parfois, on fait face à des contraintes ou à l'absence de besoins. Je pense notamment aux dons alimentaires ou à la vente des surplus de production avec Phoenix. Mais on essaye, chez MRS, justement, de pousser toutes ces actions au quotidien auprès de nos clients. Donc, on les propose systématiquement pour pouvoir les déployer sur l'ensemble des établissements, oui. Ok, merci. Autre question, quelles conditions rendent le tri des biodéchets obligatoire pour un restaurant d'entreprise? Garde la parole ou Catherine? Bon, je vais continuer. Jusqu'à présent, c'était les restaurants qui produisaient plus de 5 tonnes. 1er janvier 2024, ce sera tout le monde. Donc, alors 5 tonnes, c'est très peu, hein, ça fait 100 repas par jour. Donc, on était déjà quasi tous concernés. Et puis, pour les peu qui ne l'étaient pas, ça va arriver très rapidement. Clément, je crois que c'est encore pour vous. Est-ce que vous allez évoquer les plateformes anti-gaspi comme Too Good To Go? Alors, on en a parlé, Too Good To Go, Phoenix, c'est exactement la même chose. C'est une plateforme qui permet de vendre les surplus de production à prix réduit auprès du grand public. Voilà. Donc, c'est un équivalent, Phoenix est un équivalent à Too Good To Go. Peut-être Catherine maintenant. Qu'est-ce que Suez propose pour gérer nos biodéchets? Catherine ou Cédric? Je ne sais pas. On va dire plutôt Cédric. Ouais, je peux prendre la question. Alors aujourd'hui, en termes de, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions concernant la collecte aussi et le lavage de bac. Alors donc en termes de solutions de collecte aujourd'hui, on a un ensemble de véhicules divers et variés qui nous permettent de répondre un petit peu à toutes les configurations. Donc collecte de bac roulant ou collecte de caisse palette. Alors ça peut se faire soit en
en reverse logistique, ça veut dire qu'on échange les contenants sales et qui contiennent les biodéchets par des contenants propres et on se charge du nettoyage et de la désinfection sur nos sites de traitement. Soit le nettoyage peut être fait aussi par le site de production, mais c'est pas toujours la solution privilégiée parce que c'est compliqué à mettre en place. Donc, une fois que alors cette collecte, elle est effectivement réalisée à une fréquence qui est à déterminer ensemble par le site de production et puis en fonction des tournées de collecte aussi qui existent déjà sur le secteur. L'idée, c'est d'éviter, comme je disais, tout risque d'odeur et risque sanitaire. Donc, à minima une fois par semaine, parfois 2 fois par semaine. Tout dépend aussi des quantités qui sont produites et si la possibilité de réfrigérer, de mettre les biodéchets dans une zone réfrigérée. Et puis après, donc concernant le traitement, alors aujourd'hui, Suez Organique, donc la filiale spécialisée de Suez qui s'occupe de la valorisation du retour au sol, dispose de 52 sites de compostage. Alors tous ne peuvent pas traiter les biodéchets, mais ces sites sont en train d'évoluer pour pouvoir les accepter. Avec la réglementation qui évolue, on souhaite aussi répondre à cette demande. Et puis, on a 5 unités de méthanisation en propre et un ensemble de partenaires qui nous permettent de répondre à un maillage, enfin d'organiser un maillage territorial et de répondre avec des solutions de proximité. L'idée, c'est de ne pas faire voyager ces déchets. Ce sont des déchets qui sont souvent collectés en tournée et qui ne doivent pas voyager, ils doivent être traités à proximité. Donc, l'idée, c'est de bien proposer des solutions de proximité. Donc, il nous reste 2 petites minutes. Donc, je prends les 2 dernières questions. Le lavage des bacs est très contraignant quand le restaurant a peu de place. Suez peut-il le faire et si oui, à quelle fréquence? J'ai en partie répondu à la question. Donc, Suez peut le faire et la fréquence est à définir. Alors, normalement, si on est en reverse, à chaque collecte, on échange le bac par un bac propre et désinfecté, donc à chaque collecte. Sinon, ça peut, si le client décide de garder le bac, il existe aussi des systèmes de camions avec nettoyage embarqué et on fait des tournées de nettoyage de bac. Merci. Dernière question. Dans le cas d'une entreprise multisite sans restaurant d'entreprise, quel est le tonnage annuel minimal rendant obligatoire le tri des biodéchets? Alors, à partir du 1er janvier, normalement, il n'y a plus de tonnage minimal. Dès qu'on produit du biodéchet, il faut pouvoir le collecter à la source. Alors, on ne parle pas de tonnage en cumulé, on parle bien de tonnage par site. Si l'entreprise dispose de plusieurs sites, ce n'est pas le tonnage cumulé qui fait passer un seuil, c'est vraiment le tonnage produit sur le site qui est concerné. Après, tout dépend s'il y a... c'est une histoire aussi de bon sens. Si la quantité générée est collectable à la source, il faut le mettre en place pour répondre à la réglementation. Si on est plutôt sur des cantines mais sans restauration, plutôt des lieux accessibles pour partager les repas et ce sont les salariés qui les amènent. Dans ce cas-là, il existe des solutions alternatives, bokashi ou composteur qui permettent de répondre aussi à ce besoin. J'ai 2 questions encore. Est-ce qu'on a le temps ou pas? Est-ce qu'on les prend? Est-ce que vous êtes... J'y vais. Donc, bonjour. Est-ce qu'il existe des collectes organismes publics ou privés de compostage ou de méthanisation? Alors, je ne comprends pas trop la question. Redis la question. Est-ce qu'il existe des collectes organismes publics ou privés de compostage ou de méthanisation? Je ne comprends pas le sens de la question. Je pense que tu as répondu. Oui, il y a des opérateurs. La plupart des opérateurs sont des opérateurs privés pour les entreprises et en fonction de la taille de l'entreprise, parfois c'est la collectivité qui met en place et donc c'est ce qui va être obligatoire à partir de 2024. La collectivité va être obligée de mettre en place des moyens de collecte des biodéchets pour tous les producteurs, y compris les petits producteurs
et donc les particuliers. Et ensuite, les modes de traitement, bah, c'est ce qu'on vous a montré précédemment, c'est le compostage ou la méthanisation. Et là, il y a plusieurs types d'acteurs publics et privés qui font du compostage et de la méthanisation. Après, pour compléter, oui, alors si c'est le sens de la question, effectivement, là, il y a les entreprises, les petites entreprises peuvent être considérées comme assimilées aux particuliers. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est la collectivité qui vient les collecter et qui met en place ces dispositifs. Tout dépend si aujourd'hui l'entreprise est déjà considérée comme assimilée aux particuliers, ou bien si elle n'est pas collectée, si elle n'est pas déjà collectée par la collectivité. Dans ce cas-là, elle doit se débrouiller et faire appel à un prestataire privé. On m'indique que vous avez répondu à la question, merci. La Donc, dernière? la dernière, c'est quelles conditions rendent le tri des biodéchets obligatoire s'il n'y a pas de restaurant d'entreprise? Si pas de restaurant d'entreprise, est-ce que le tri des biodéchets est obligatoire? On y a répondu, hein. Oui. Celle-ci, Ouais. ok. Ben donc, on est bon. On n'a plus de questions. Donc, merci à tous pour votre participation. Le replay et la présentation seront sur une page dédiée à nos webinaires sur le site us.fr et nous vous les adresserons via un email. Donc, voilà, vous retrouverez l'ensemble des documents d'ici quelques jours. Nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir à tous. Bonne journée, au Au revoir à revoir, tous. merci. Au revoir, bonne journée, bon appétit. Pas de gaspillage.